Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va commencer la conférence en dressant le portrait de Juan Branco pour que les spectateurs, que vous puissiez le connaître un peu plus factuellement. Donc, Juan Branco, vous êtes né le 26 août 1989 à Estepona en Andalousie, donc région dans laquelle vous grandissez, avant d'emménager en France, à Paris, dans le 5e et le 6e arrondissement. Donc, vous êtes hispano-luso en français. Donc, votre père, c'est Paulo Branco, donc c'est un célèbre producteur de cinéma portugais. Vous grandissez à Paris, donc à Paris, votre parcours académique est brillant. Vous avez fait presque toutes les plus grandes écoles de la République. Vous êtes d'abord scolarisé un tout petit peu dans le public, mais l'inquiétude maternelle, telle que vous le dites dans votre livre, vous propulse dans la célèbre institution parisienne de l'école alsacienne. S'ensuit ensuite ce que vous décrivez comme une succession logique de distinctions académiques. Vous êtes d'abord diplômé de Sciences Po Paris. Ensuite, vous suivez en parallèle des études à la Sorbonne en droit et en philosophie. Et enfin, vous êtes diplômé de l'École normale supérieure en droit, vous êtes docteur en droit et membre du barreau de Paris. Du côté de vos activités professionnelles, c'est tout aussi remarquable. On a l'impression qu'à seulement 30 ans, vous avez déjà eu plusieurs vies. Vous avez un CV très fourni, premier conseiller d'Aurélie Filippetti, donc député socialiste, puis ministre socialiste, journaliste au monde diplomatique, assistant spécial à la Cour pénale internationale, chercheur invité à la Yale Law School, avocat de Julian Assange, conseiller juridique de Wikileaks, etc., etc. Vous essayez également à la politique. Donc en 2017, vous êtes candidat aux élections législatives sous l'étiquette de la France Insoumise. Sans succès, vous perdez, bon, il fallait bien trouver une faille. Vous avez de vos expériences académiques et professionnelles côtoyé les plus puissants de notre pays, entre autres Xavier Niel, Bernard Arnault, Richard Despoints, donc le défunt directeur de Sciences Po Paris, Gabriel Attal aussi, que vous décrivez beaucoup dans le Crépuscule. Et par eux, vous avez été intronisé dans ce que l'on appelle le Petit Paris. Ce que vous appelez le Petit Paris, et ce qu'on pourrait peut-être plus justement appeler le Tout Paris. Tout, finalement, vous destinez peut-être à l'Élysée, ou du moins à devenir une élite dirigeante, mais vous avez très vite fui ce que vous appelez le système, après en avoir connu les rouages. Vous recueillez votre analyse de la démocratie, spoiler pour ceux qui n'ont pas lu Crépuscule, de la non-démocratie française, donc dans le livre Crépuscule, qui est un véritable pamphlet, d'abord publié gratuitement en PDF, puis paru aux éditions Au Diable Vauvert, et qui se convertit très très vite en best-seller, parce qu'il est classé numéro 1 dans le top 50 essais références Légistat pendant 6 semaines. Vos expériences professionnelles et académiques vous dégoûtent finalement de la politique française. Et vous voyez dans le mouvement des Gilets jaunes l'expression d'une colère plus que légitime, une colère nécessaire. Donc Juan Branco, vous devenez un soutien indéfectible des Gilets jaunes, avocat de Maxime Nicole, flyrider pour les intimes, voire un gilet jaune tout court, si tant est que cela soit possible. Vous êtes donc notre première invitée en l'année 2020 du Bureau des médias. Bienvenue à Sciences Po Bordeaux et merci d'avoir répondu à notre invitation. Non, ça ne fonctionne pas. Pardon. Merci beaucoup. Merci d'être là. En une période un peu particulière où les déplacements ne sont pas forcément évidents, même si j'ai compris que les trams ici tournaient mieux qu'à Paris. C'est une présentation qui vise à... En fait, je pense que j'ai beaucoup fait pour avoir pour accaparer en fait tous ces vecteurs de distinction successifs. Il y en a eu d'autres. J'ai travaillé au Quai d'Orsay pendant 1 an auprès du cabinet du ministre. Enfin, il y a eu toute une série d'accumulations comme ça de capital symbolique dont j'ai eu très conscience très vite en fait qu'il serait nécessaire pour survivre dans ce que je considérais être une sorte de jungle un peu inquiétante qui était ce petit Paris que je décris dans Crépuscule et qui poussait en fait à une forme d'arrachement
du réel, afin de s'intégrer dans une petite sphère qui était elle-même non pas seulement vecteur de privilèges, mais tout simplement de capacité à la vie sociale. En fait, le coût d'accès est extrêmement important pour rentrer dans ces espaces-là, mais une fois que vous êtes dedans, il y a une sorte de garantie d'impunité et de maintien à vie d'un certain nombre de privilèges dont il est très très difficile de se défaire. On va décrire d'abord un peu, on va poser quelques questions sur le contexte de la publication du Crépuscule. Donc une version du livre est disponible gratuitement en PDF. Pourquoi ce choix? Vous ne trouviez pas de maison d'édition? Oui, il y avait deux choses. Symbolique. Le texte était impubliable en fait institutionnellement parlant, et c'est pas faute d'avoir essayé. Il part d'une enquête que j'avais proposée à Marianne, qui avait été pris, puis après qui avait fait l'objet de toute une série d'inquiétudes de la part de Natacha Polony, qui avait fait qu'elle avait en fait tardé, et ce qui m'avait amené du coup à étoffer l'enquête, à commencer à accumuler toute une sorte d'informations qui allaient de la rencontre de Jérôme Cahuzac à celle de secrétaires d'oligarques ou de jardiniers parfois de certains des oligarques que je décris, pour essayer d'obtenir un maximum d'informations sur leur mode de vie, sur leur mode de fonctionnement, sur les influences qu'ils pouvaient établir sur le petit Paris. Et le sujet en fait du livre, il faut pas l'oublier, c'est la distorsion de l'espace médiatique du fait de l'influence qu'exerce sur elle un certain nombre de personnes, en l'occurrence une dizaine de personnes qui tout simplement se connaissent, vivent ensemble, ont fait affaire ensemble, parfois ont couché ensemble, fondé des familles ensemble. Je donne cet exemple à chaque fois. On est à un niveau d'entrelacement des grandes puissances françaises où l'on a aujourd'hui des Zoé Bolloré-Bouygues, des Lisa Arnoniel, c'est-à-dire qui ont 6 ans et 7 ans et qui sont la relève du pays évidemment pour demain, qui seront les personnes les plus puissantes, qui sont aujourd'hui probablement les femmes les plus puissantes du continent et qui n'ont pas encore fait leur classe en primaire au lycée Franklin, d'où sont issues une grande partie de ces élites et où Brigitte Macron a été professeur, ce qui explique en fait toute une partie du parcours d'Emmanuel Macron. Et en fait, l'appropriation par ces personnes-là, qui s'est renforcée à partir des années 90 de l'espace médiatique français, rappelons que 90% de la presse écrite française, en termes de vente de numéros, et 45% de la presse audiovisuelle, appartient à ces 10 personnes qui habitent tous dans des espaces très proches. Certains en fait s'installent là où vivaient leurs anciens ennemis. C'est le cas de Bernard Arnault qui aujourd'hui habite rue Barbet de Jouy, là où Lagardère, père Jean-Luc Lagardère, vivait, parce qu'il a racheté à la veuve qu'il détestait sa maison pour l'humilier et l'éjecter. La Villa Montmorency est un autre grand lieu où se retrouvent les Bolloré, Niel et compagnie. Sarkozy aussi, évidemment, pour l'espace politique. Donc ces personnes-là qui, en fait, ont un maillage extrêmement serré, qui ne sont pas en contact direct avec les journalistes. On n'est pas à l'époque de la Pravda en URSS où ces oligarques donneraient des instructions visant à censurer ou à faire écrire des articles directement, mais qui passent par un certain nombre de relais institutionnels qui sont invisibles dans l'espace public, notamment par exemple des directeurs généraux de ces médias qui sont en charge des recrutements, des promotions, des licenciements, ces personnes-là, en s'accaparant certains des principaux et des plus prestigieux médias du pays, ont réussi à créer une sorte d'effet de ruissellement qui fait qu'une crainte généralisée s'est créée à l'idée de parler d'eux, d'enquêter sur eux et de parler de ce sujet qui crée des distorsions. Et ce que je décris dans Crépuscule, c'est que tout le monde est à peu près libre de faire n'importe quoi, d'écrire n'importe quoi, sauf sur un sujet en général qui correspond à celui du propriétaire du média dans lequel il travaille. Or, ou de l'éditeur dans lequel ils publient leurs livres, etc. Donc les actionnaires, ils font Et juste pour finir, une phrase de plus, sauf que, en fait, ces distorsions successives font que on n'a pas accès à un regard d'ensemble sur le système politique et économique du pays en lisant un quelconque média français. Il n'y en a pas un qui réussit, en fait, à s'extraire de ces jeux d'influence, et du coup, on a toujours l'impression qu'il y a un trou, quelque part. Il y a un petit truc qui manque, et le cumul des trous fait qu'on se retrouve avec une incapacité à comprendre systémiquement comment fonctionne notre démocratie française, à comprendre quels sont les effets de levier qui peuvent être mis en place pour propulser telle ou telle personnalité française, et ce qui fait qu'en fait, du coup, ça crée non seulement déjà une sorte de détachement très fort par rapport au système démocratique français, d'autre part un accaparement démocratique qui fait que des phénomènes comme celui d'Emmanuel Macron sont possibles, et enfin, pour ne pas être trop long, évidemment, de l'autre côté, toute une émergence de toute une série de raisonnements complotistes qui vise à combler les trous dans l'espace informationnel en disant c'est la faute des francs-maçons, c'est la faute des juifs, c'est la faute de telle ou telle communauté cachée qui serait donc responsable du fait qu'on ne nous dise pas tout.
Et ce que j'essaie de faire en revenant sur cette enquête, qui est extrêmement difficile à faire et qui, je pense, est au sens littéral du terme, hein, pas du tout l'audatif exceptionnel, c'est le fait d'avoir réussi à traverser, elle est exceptionnelle parce qu'elle a réussi à traverser l'ensemble des espaces. C'est-à-dire qu'elle est allée du bas de la production journalistique jusqu'à la rencontre et l'interaction avec des dirigeants politiques de très haut niveau, des premiers ministres et des présidents, mais aussi des oligarques. Et en fait, en France, il y a très peu de, comme Xavier Niel, comme Arnaud et compagnie, et il y a très peu de personnes en France qui connectent l'ensemble des points, parce qu'il y a très peu de personnes en France qui sont capables d'aller dans l'ensemble des sphères, ou qui ont eu accès à un moment ou à un autre à l'ensemble de ces sphères, et qui donc comprennent les effets qui se produisent entre ces différents espaces, et le fait que, et l'influence que peuvent avoir, par exemple, les oligarques sur des directions de rédaction comme celle du Monde, qui, en toute apparence, en fait, sont indépendantes, et qui, pour n'importe quel journaliste de base du Monde, de façon très honnête et très sincère, il va me dire, mais on est parfaitement indépendant, ça ne change rien. Pourquoi? Parce qu'il ne va même pas avoir conscience des effets qui en amont, enfin, des effets de structure qui en amont ont déterminé sa production, et qui font qu'en fait, dans la ligne idéologique du journal est déterminée sans qu'il y ait besoin d'intervention directe. Donc d'une certaine manière, les actionnaires, ils font un peu la ligne éditoriale d'un journal. Bien sûr, il la fabrique pas. Moi, je prends cet exemple à chaque fois. Xavier Niel déjeune toutes les 2 semaines avec Louis Dreyfus, qui est le directeur administratif du Monde, directeur général du Monde, et avec Jérôme Fenoglio, qui est le directeur du Monde côté rédaction, juste au-dessus de Luc Bronner. Vous pensez qu'ils parlent toutes les 2 semaines à déjeuner des partenariats Snapchat et de la santé économique, qu'ils ont besoin, enfin que quelqu'un comme Xavier Niel perd son temps toutes les 2 semaines pour cet investissement qui, économiquement parlant, ne compte pour rien dans son empire de télécommunications médiatiques, pour parler du devenir économique du monde. Évidemment que non, il s'agit de faire passer un certain nombre d'informations qui vont être à leur tour relayées à la fois par le directeur des rédactions et le directeur général, de façon à s'assurer que l'orientation générale est favorable non seulement à ses intérêts, mais aussi à un certain prisme idéologique. Ce qui se passe, c'est que quand ça arrive au niveau des rédactions en chef, celles-ci ne s'en rendent plus compte, en fait, que leur travail est déjà encadré par cette influence-là. Et donc, ils vont être les plus fervents défenseurs du système existant, en prétendant que si tous ces oligarques se sont amusés à accaparer l'espace médiatique d'une telle façon, c'est sans raison, finalement, c'est parce qu'ils adorent perdre de l'argent, voire qu'ils sont des grands défenseurs de la démocratie française. Je reviens dans Crépuscule sur le rapport que ces personnes-là ont à la liberté de la presse, il est quand même très particulier, c'est des gens qui sont extrêmement agressifs avec les journalistes dès qu'ils sortent des plates-bandes et qu'ils commencent à enquêter sur eux, qui jouent d'une opacité extraordinaire, et qui sont capables évidemment d'actes parfois délictuels voire criminels pour défendre leurs intérêts. Certaines de leurs fortunes sont évidemment fondées sur des actes qui pour certains leur ont valu la prison et pour d'autres qui auraient dû leur valoir la prison. Donc ils ont tout intérêt à contrôler le marché de l'information de façon à ce que ces dérives ne soient pas visibles. Et par ailleurs, c'est une spécificité du capitalisme français. On est dans une société où il y a un capitalisme d'État, c'est-à-dire où l'accès aux ressources publiques détermine très largement la capacité à réussir dans l'espace économique et financier. Et si vous regardez l'origine des fortunes de personnes comme Lagardère, comme Niel, comme Bernard Arnault, derrière le storytelling facile qui vous est donné à ce sujet, vous vous rendez compte qu'à chaque instant, l'accès aux ressources d'État à travers l'influence politique a été déterminante. Que ce soit Bernard Arnault pour le rachat de Moussa, que ce soit Xavier Niel pour l'obtention de licences téléphoniques et d'autorisation à accéder au marché des télécoms, que ce soit évidemment Lagardère pour tout son travail pour l'origine de l'empire Lagardère, qui est tout simplement une sorte de joint venture avec l'État pour lancer ce qui deviendrait notamment Airbus avec la fusion de l'aérospatiale et de Matra, et ainsi de suite. Et donc ces personnes-là ont besoin de cet accès aux politiques. Or, dans une démocratie au sens formel du terme, comment est-ce que vous gagnez de l'influence politique? En contrôlant la visibilité du politique et la visibilité des hommes politiques. Comment est-ce que vous faites pour permettre à quelqu'un d'obtenir le pouvoir quand vous êtes en démocratie? Vous achetez des médias qui vont donner une visibilité ou un traitement qui va lui être favorable à cette personne, qui vont lui permettre dans la foulée d'être apprécié des électeurs et qui vont lui permettre, une fois qu'ils sont au pouvoir, de défendre vos intérêts. Et dans Crépuscule, j'essaie juste de montrer factuellement, pas là comme je le fais de façon abstraite, comment est-ce que c'est intervenu, notamment pour Emmanuel Macron, qui s'est servi largement des réseaux qui avaient été constitués par Sarkozy dans les années 90 pour mettre en place ce système-là et se voir propulsé dans l'espace médiatique d'abord, puis politique,
très rapidement après avoir été intronisé technocratiquement grâce aux grandes écoles. Mais justement ouais, par rapport à Emmanuel Macron, finalement la thèse que vous défendez dans Crépuscule, mais aussi dans Contre Macron, est assez radicale. Donc en fait c'est un président qui a été placé parce qu'il a été élu, donc c'est un président qui est illégitime dans un certain sens. Donc ma question c'est d'où vient cette quelles sont les conséquences de cette illégitimité, et est-ce que par exemple Emmanuel Macron agit en quelque sorte contre le bien commun? Moi je suis convaincu, en fait, il ne s'agit pas de personnaliser sur Emmanuel Macron. Sur la question est-ce qu'il a été placé ou est-ce qu'il s'agit d'un arrangement qui a convenu à beaucoup de personnes, c'est une question qui peut être débattue. Ce qui est certain, c'est que le coût de ce système, qui en fait s'appuie sur une cooptation des élites dirigeantes, est extrêmement élevé pour le bien commun. Un exemple, le CICE, c'est une politique, dont je l'ai appris lors de mon enquête sur Crépuscule, qui a été inventé. Donc le CICE, c'est les allègements de charges pour les entreprises, qui a largement favorisé aux très grandes entreprises, donc aux entreprises qui sont cotées, et donc in fine aux classes les plus favorisées de la société, ceux qui ont la possibilité d'acheter des actions sur le marché. Le CICE a coûté à peu près 100 milliards d'euros aux finances publiques. Il était créé pour favoriser la création d'emplois. Il a créé, selon les études officielles, celles qui ont été commanditées par les différents instituts d'État, les instituts économiques indépendants, entre 0 et 200 000 emplois. Pour 100 milliards d'euros, vous faites rapidement le calcul sur... Donc, soit vous dites ils sont complètement nuls, soit vous dites quel est le sens profond de cette démarche. En fait, moi, dans mon enquête, je découvre que le CICE, il est inventé par Jérôme Cahuzac et Emmanuel Macron en 2011 dans le cadre du groupe de la Rotonde qu'ils ont créé, qui est censé préparer les politiques économiques qui vont être adoptées par François Hollande lors de son quinquennat. Donc ils se réunissent tous les jeudis soirs, si je me souviens bien, à la Rotonde, d'où le nom du groupe qu'ils réunissent, et donc ils vont essayer de fréquenter l'ensemble des membres du CAC 40 et compagnie, enfin des dirigeants du CAC 40, pour essayer de les séduire et les amener à soutenir François Hollande et leur faire toute une série de promesses qui vont permettre de s'assurer de leur soutien. Ce que Emmanuel Macron et Jérôme Cahuzac à l'époque font, c'est tout simplement essayer d'engranger du crédit politique. Du crédit politique en montrant qu'ils seront capables de servir de relais d'intérêt à ces classes dominantes pour, le moment venu, obtenir leur soutien afin de construire leur carrière politique. C'est la seule raison pour laquelle ils vont faire ça et qu'ils vont faire pression sur François Hollande afin d'adopter cette mesure qui est économiquement complètement absurde. Donc, Emmanuel Macron arrive en 2012, à l'Élysée en tant que secrétaire général adjoint, et va adopter toute une série de mesures similaires qui vont avoir pour vocation à séduire l'élite économique de ce pays, de façon à engranger des soutiens pour par la suite pouvoir construire sa carrière politique. Donc il est devenu une marionnette maintenant ? Non, alors il y a deux échelles. Déjà, il faut être vraiment très très rigoureux pour pas sombrer dans la facilité en fait de la. Je crois qu'il faut vraiment agir en sociologue par rapport à ces mesures. Il faut absolument distinguer l'élite économique et les classes d'affaires en gros de cette société et la classe oligarchique. L'écart entre Bernard Arnault et n'importe quel millionnaire de ce pays est plus important en termes de capital qu'entre nous et les membres somaliens qui en train aujourd'hui de mourir de faim, enfin vous voyez, les écarts sont énormes, c'est-à-dire que les oligarques dont je parle n'appartiennent pas du tout à la classe défavorisée des multimillionnaires. Ils forment un espace en soi séparé, beaucoup plus influent et beaucoup plus important. Donc Emmanuel Macron va devoir passer par trois filtres. Le filtre technocratique, encore une fois, qui va lui permettre d'accéder à ces individus-là, parce que sinon il n'est rien et il n'y a aucune raison que lui plutôt qu'un autre ait accès à ces milieux-là, qui par la suite vont lui permettre de s'introduire auprès des oligarques qui vont décider ou non de le favoriser d'une façon ou d'une autre. Il y a des exemples par dizaines de faveurs qu'on fait, notamment les Bernard Arnault, Zaniel et compagnie, que ce soit en lui présentant Mille Marchand, que ce soit en demandant à Christophe Girard pour Bernard Arnault, donc qui est à la fois employé de LVMH et adjoint au maire de la mairie de Paris, d'appuyer Emmanuel Macron dès 2008 afin de lui favoriser sa carrière politique, que ce soit justement, enfin tous les jeux d'imbrication qui vont être mis en place autour du rachat du monde par le triumvirat, Pigasse, Berger, Niel, autour de 2009. Enfin, on pourrait multiplier les exemples infinis de petits points d'appui qui, dans le silence de la démocratie, sans que personne n'enquête dessus, vont permettre à Emmanuel Macron de se constituer une position sociale dans Paris et un réseau qui vont lui permettre, le moment échéant, d'émerger dans l'espace public et médiatique comme un homme neuf d'un côté et de l'autre comme ayant suffisamment d'appui dans le petit Paris pour justement s'imposer et prendre le pouvoir face à ses adversaires politiques. Et finalement, vous accusez pas Macron de tragique
existante et universelle à toutes les démocraties. Non. Tous les présidents, finalement, ils ont juste constitué un réseau pour... sauf qu'avant, le réseau, il y avait le réseau de droite, le réseau de gauche, et peut-être que Macron a juste eu le talent et aussi un contexte favorable à pouvoir faire converger tous ces réseaux autour de lui. Sur la spécificité française, il faut d'abord noter une chose très importante. L'accès, enfin, la puissance de l'État en France fait que l'État est particulièrement déterminant en France pour avoir accès à des ressources économiques. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde où la quasi-totalité des grandes fortunes, en fait, naît de leur capacité à accéder à l'État via des réseaux de faveurs politiques directes ou indirectes. Donc ça, c'est quand même une première chose importante. Est-ce que Macron est une spécificité absolue ou pas? Moi, ce que je sais qu'il est le fruit d'une défaillance majeure de l'espace politique français, qui fait que d'une part, la concentration absolue de l'espace médiatique entre les mains de 10 personnes leur donne un pouvoir démesuré par rapport à n'importe quel espace démocratique sain. Rappelez-vous que si, dans une démocratie, votre seule capacité à influencer les processus politiques, c'est le vote. Or, si vous votez pour A en pensant que A est B, votre influence politique est de strictement zéro. C'est-à-dire que c'est l'information, l'accès à l'information, une information plurielle, une information qui soit, si ce n'est objectivée, confrontable à plusieurs sources différentes, qui va vous permettre d'exercer votre pouvoir souverain en tant que citoyen. Si l'espace informationnel, il est concaténacé, il est d'une façon ou d'une autre orienté, il est entre les mains d'individus qui vont avoir un intérêt à l'orienter dans telle ou telle direction, en tant que citoyen, vous n'avez aucun pouvoir. Donc ça, c'est la deuxième dimension. Et la troisième dimension, c'est que tout simplement, jusqu'à Emmanuel Macron, donc là, disons, la spécificité de Macron par rapport aux autres éléments, même s'il y a, à ses prédécesseurs, même s'il y a déjà un effet de continuité avec Sarkozy, Emmanuel Macron ne s'appuie sur aucun vecteur de légitimation démocratique jusqu'à son élection. Ce qui explique que Emmanuel Macron arrive sans capital au pouvoir. Le seul capital sur lequel il peut s'appuyer pour arriver au pouvoir, c'est celui de l'État. C'est-à-dire qu'il est obligé de brûler du capital d'État, brûler des ressources publiques, afin de satisfaire ceux qui l'ont propulsé dans cette position-là, pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron est obsédé par les privatisations, vous avez la réponse. Emmanuel Macron, dès 2012, en tant que secrétaire général adjoint de l'Élysée, ça c'est pas moi qui le raconte, c'est Christian Eckert qui est devenu secrétaire d'État au budget sous François Hollande, pousse de façon extrêmement insistante, non pas seulement à l'adoption de politiques publiques effarantes comme le CICE, mais aussi à toute une série de processus de privatisation, dont déjà la Française des Jeux, dont déjà l'aéroport de Paris, dont déjà l'aéroport de Toulouse, qu'il a réussi à privatiser contrairement aux autres, parce que notamment Christian Eckert met sa démission en jeu à un moment. Pourquoi? Parce qu'il est obligé de consommer ce capital public, qui ne lui appartient pas, mais auquel il a accès, notamment grâce à sa cooptation technocratique, par le passage par les grandes écoles et l'inspection des finances, et évidemment par son absorption par l'espace politique, par le truchement d'Alain Minc et de Jacques Attali, qu'il présente à François Hollande après avoir tenté de le recaser chez Fillon et chez Fabius. Et c'est le capital d'État, et ce qui va lui permettre de séduire cet espace économique et financier, et a fortiori ses oligarques, afin d'avoir accès en retour à un positionnement favorable qui va lui permettre d'être intronisé auprès du grand public de façon complètement disproportionnée par rapport à sa place politique. Il n'en a aucune à l'époque, il n'a pas de militant, il n'a pas de personne. Enfin, on peut être pour ou contre la démocratie représentative. Moi, je suis extrêmement critique et c'est pour ça que j'ai défendu les Gilets jaunes. Peut-être qu'on reviendra dessus. Mais dans un système représentatif, ce qui fait votre légitimité à agir dans l'espace politique, ce qui fait votre légitimité à agir sur les ressources publiques, c'est votre élection. Soit à des élections nationales, soit à des élections locales, qui vont vous permettre d'agir théoriquement sous le contrôle du peuple et d'être écarté si nécessaire. Ce n'est pas du tout ce que va faire Emmanuel Macron jusqu'en 2017. Et il va en fait pouvoir s'appuyer sur les positions qui lui ont été données au sein de l'État par cet espace que je décris, par ce petit Paris et ses embranchements, encore une fois, entre l'espace technocratique, médiatique, politique et oligarchique, pour brûler ce capital d'État, pour le consommer, pour se faire voir en retour et pour avoir un retour de manivelle à un moment qui va lui permettre justement de se faire propulser lorsque les autres candidats qui pouvaient convenir à ces individus s'effondreront successivement, de par notamment l'introduction d'une nouvelle variable qui était relativement inattendue dans ses effets, les primaires, qui vont créer une variable supplémentaire
qui vont en fait desserrer le contrôle que ces individus-là avaient sur le système politique français, qui vont en fait créer un élément de déstabilisation, qui vont faire qu'ils vont perdre le contrôle et ils vont être obligés d'essayer d'aider à la dernière minute ce candidat de substitution, après avoir vu l'ensemble des candidats qui étaient censés défendre leurs intérêts s'effondrer les uns après les autres. Et donc évidemment, on est sur je vous donne des grandes lignes, il faut rentrer vraiment dans le détail et très spécifiquement, c'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas de déterminisme absolu, c'est des rapports de force en permanence. Et ce que j'essaye de montrer, c'est à quel point ces rapports de force sont hyper déterminants dans le fonctionnement du système politique français aujourd'hui, et comment ils sont en fait difficiles à contourner démocratiquement parlant, ce qui m'amène à avoir une position en fait de renversement politique, voire révolutionnaire, parce que je vois pas comment un système constant en serait en capacité aujourd'hui de s'opposer à ces forces-là et de remettre en jeu de façon saine le système politique. Donc juste pour finir là-dessus, pour donner un exemple, si François Fillon commence à s'effondrer à partir de février, c'est parce que Nicolas Sarkozy, qui a peur que François Fillon le détruise une fois arrivé au pouvoir, avec notamment toutes les affaires judiciaires que l'on sait, essaye de dégommer dans une guerre des droits classique le candidat en faisant fuiter notamment au canard enchaîné l'affaire des costumes. On sait tous aujourd'hui que c'est via Robert Bourgi, qui était un porteur de mallette de Nicolas Sarkozy après l'avoir été sous la Chiraki, que cette affaire a fuité, qu'elle a été montée de toutes pièces par Nicolas Sarkozy. Il essaye de déstabiliser celui qui est devenu par défaut le candidat de l'establishment. Rappelez-vous qu'il est soutenu par Henri Decastre, notamment le patron d'AXA, patron du groupe Bilderberg, un des patrons les plus influents du CAC 40, mais aussi à côté par Xavier Niel, qui joue plusieurs cartes en parallèle, c'est-à-dire qu'il joue Macron, mais il fait quand même un don de 7 000 € à François Fillon, de façon à avoir une sorte de dénégation plausible dans le cas en fait où l'un gagne et qu'on lui reproche et qu'il puisse dire non, mais je soutenais aussi l'autre. Et ils vont jouer en fait, parce que 7 000 €, comme vous imaginez bien, c'est pas une somme extraordinairement importante pour Xavier Niel, et c'est pas ça évidemment le gros des ressources qu'il va mettre à disposition de ses alliés politiques. Et ils vont construire en fait une position dans laquelle, quoi qu'il arrive, leurs intérêts vont être préservés. Je rappelle que François Fillon a été en fait clé pour l'attribution des licences téléphoniques à Xavier Niel en 2010, si je me souviens bien, en s'opposant à l'Élysée qui ne voulait pas rompre le marché des télécommunications. Et évidemment, c'est par ses relais à Matignon que Xavier Niel à l'époque avait eu gain de cause contre Nicolas Sarkozy, avec lequel il voyageait pourtant qu'il allait voir à l'Élysée quasiment toutes les semaines, et avec qui il voyageait régulièrement lors des voyages officiels de Nicolas Sarkozy. Donc, pour vous dire que si on reste sur la figure d'Emmanuel Macron, on est quelque part un peu naïf. C'est-à-dire qu'on leur laisse le temps de se réorienter sur le prochain soutien qu'ils devront octroyer à tel ou tel homme politique. Et eux, en fait, c'est pas des sentimentaux, comme vous imaginez bien, ils s'en fichent complètement de qui va gagner l'élection. L'important, c'est que les idées qui sont défendues et l'accès au pouvoir qui leur est offert se maintiennent au même niveau une fois que ces élections interviendront. Donc il y a une sorte de court-circuitage de l'espace démocratique. Emmanuel Macron nous donne une chance unique, c'est de rendre visibles des phénomènes qui, de toute façon, évidemment, s'imposent sur le long terme, mais de par la situation d'urgence dans laquelle ce candidat en particulier a été soutenu, a été propulsé au dernier moment, ça nous permet en fait de décortiquer des choses qui étaient restées largement sous le radar jusque-là. Il n'est pas inévitable le conflit d'intérêts dans tout Paris. Ah si, mais c'est pour ça. La fréquentation des mêmes lieux de socialisation, enfin toutes les élites, elles sont à Paris finalement. Comme l'avait dit, Brigitte Macron était la professeure des filles, des enfants de Bernard Arnault. C'est la phrase cardinale de Crépuscule, je pense. Ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça sert à rien d'aller poursuivre les uns après les autres les hommes politiques et hauts fonctionnaires en leur montrant à chaque fois à quel moment ils se sont corrompus ou à quel moment ils ont prêté le flanc à un conflit d'intérêts. Ils sont systémiques, en fait, ces conflits d'intérêts. Aujourd'hui, le prochain à tomber, qui est toujours pas tombé, je ne sais pas pourquoi, et en fait si, je sais très bien pourquoi, parce que la pression politique sur lui n'a pas été suffisamment forte pour l'instant, parce que personne n'a particulièrement intérêt à le faire tomber, c'est Édouard Philippe. Et si vous regardez le parcours d'Édouard Philippe du début à la fin de son parcours, c'est un scandale absolu. C'est quelqu'un qui en permanence va profiter de son accès aux ressources de l'État de par sa réussite au concours de l'ENA et son accès au Conseil d'État pour faire de l'argent ou pour défendre des intérêts privés. Donc il va d'abord, après quelques années au Conseil d'État, rentrer dans un cabinet anglo-saxon privé pour les aider à gagner des conflits juridiques et judiciaires contre l'État.
Après, il va se faire élire à la mairie du Havre, comme adjoint au maire. Il va faire sa petite carrière politique auprès d'Alain Juppé, ce qui va lui permettre d'être recruté, alors qu'il était député, d'être recruté chez Areva comme directeur du lobbying. Donc vous voyez, il repart à nouveau, il revient, où il va évidemment essayer de cacher quoi, de cacher le scandale Uramine, qui a quand même coûté en tout près de 4 milliards d'euros de ressources publiques à l'État français, ce qui va l'amener par la suite à quand même nourrir son réseau, ce qui va lui permettre de pouvoir revenir, de rencontrer toute une série de personnes, faire recruter sa femme à Sciences Po par le clan des coins, puis après donner des subventions à Sciences Po en échange de ce cadeau pour créer une antenne de Sciences Po au Havre en toute normalité, il n'y a pas de problème, ce qui va lui permettre de rencontrer Laurent Bigand de l'Institut Montaigne, qui va lui présenter Emmanuel Macron et ainsi de suite, et construire sa carrière pour devenir Premier ministre sans n'avoir jamais rien fait de sa vie qui soit significatif. Et donc en fait, cette personne-là, par exemple, vous le détruisez politiquement en un instant, pour que vous ayez le bon relais médiatique et que vous ayez un intérêt à le détruire. S'il n'a pas été détruit pour l'instant, comme l'ont été Delevoye, comme l'ont été Cahuzac en son temps, comme l'a été Benalla, etc., c'est qu'il n'a pas d'ennemi suffisamment important qui ait suffisamment intérêt à le détruire pour l'instant. Mais il suffit qu'à un moment, au sein de ce petit pari, il y ait quelqu'un qui a envie de le descendre, et c'est comme ça. C'est d'une facilité déconcertante. Pourquoi? Parce que tout leur parcours, encore une fois, se constitue autour de ces allers-retours, de ces conflits d'intérêts, de cette captation de ressources systématiques, et vous n'en trouverez pas beaucoup des purs qui ont réussi à maintenir une sorte de parcours tout simplement sain au sein de ces élites-là, tout en étant arrivés au plus haut niveau. Ne serait-ce que parce que si vous faites ça, vous êtes déjà soupçonné par les autres. On se dit, mais celui-là, il est trop net, quoi. Enfin, pourquoi est-ce qu'à aucun moment il a accepté, et que par ailleurs, vous ne vous rendez pas compte, il y a une absence de conscience très forte au sein de ces écoles d'élite, du fait qu'ils sont privilégiés, qu'on ne leur doit rien. Le système méritocratique français fait que vous considérez que la société vous doit quelque chose lorsque vous réussissez un concours à l'ENA, à Polytechnique, à Normal Sup. Il y a une sorte de concurrence tellement égotique et tellement violente qui fait que, et avec un taux de sélection tellement élevé, que lorsque vous arrivez dans les 100 de votre génération qui ont réussi à rentrer à Normal Sup, par exemple, vous ne vous posez pas la question, vous ne pouvez pas vous concevoir un privilégié. Au contraire, vous attendez à ce qu'on vous doit quelque chose. Et vous avez 20 ans. Et en fait, toute votre vie, vous allez avoir beaucoup de mal à vous défaire de cet a priori qu'on vous a inculqué et qui va faire qu'en permanence, vous allez vous allez naturellement vous comporter en petit marquis avec une sorte de suffisance que l'on connaît assez bien dans nos élites aujourd'hui, qui va faire que la société, encore une fois, vous est soumise et vous allez vous comporter en fait en aristocrate, et vous allez démontrer l'échec d'un régime républicain qui a construit ses institutions pour mettre fin à une aristocratie et qui a fini par en reconstruire une autre et qui a provoqué en fait les effondrements que l'on connaît aujourd'hui. Et juste pour finir, pardon, au début, la première réponse que je vous ai faite, elle n'était pas complète. Je vous parle du CICE et de ces dispositifs. Sauf que, pourquoi est-ce que je vous dis que le système devient de plus en plus intenable et que je pense que structurellement parlant, on est à un moment de crise qui fait que les gilets jaunes sont un symptôme, ne sont pas du tout quelque chose qui a provoqué au sein de la société un renouveau, au sein du système politique. Il y a un renouveau au sein de la citoyenneté, je reviendrai dessus. Tout simplement parce que systémiquement, les 100 milliards d'euros que vous avez retirés de ressources à l'État, eh bien, il manque. Nécessairement. C'est-à-dire que 100 milliards d'euros, ça se remplace pas facilement. Comment est-ce qu'on remplace ces 100 milliards d'euros? Soit en réduisant la qualité des services publics, soit en faisant payer les citoyens. En fait, vous faites les deux le plus souvent. Et c'est les deux qui ont été faits pour justement compenser la suppression du CICE. Ce qui fait qu'en 2016, lorsque Emmanuel Macron, qui a enfin réussi tout ce parcours d'adoption par les sphères politiques et économiques de ce pays, se trouve en position de se faire élire. Et donc de devenir responsable de ses choix. Là où jusqu'alors, il ne faisait que y inciter. Et ben, il se retrouve dans une situation compliquée qui est de dire comment est-ce qu'on va faire pour combler le trou. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Et c'est des échanges dans les Macron Leaks qui sont accessibles à tout le monde, entre Alexis Kohler, son secrétaire général de l'Élysée, et Laurent Martel, son conseiller fiscal. Ils discutent entre eux, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on fait avec le trou du CICE? Et ben, noir sur blanc, on invente la taxe carburant. Non pas pour financer la transition écologique, mais pour boucher le trou que nos prédécesseurs ont créé, pour se voir propulser politiquement, pour plaire à ces classes dominantes, mais qu'il faut bien, d'une façon ou d'une autre, à un moment, financer. Et donc, cette taxe carburant, et c'est là où il faut quand même louer l'intelligence des Gilets jaunes, mais aussi tout simplement l'importance de l'intuition en politique,
et des purs rapports de force matériels, c'est la taxe qui fait déborder le vase. Le coût pour les citoyens du maintien du système représentatif existant devient trop important. Ça coûte trop cher de propulser Emmanuel Macron. Ça coûte trop cher de propulser Emmanuel Macron. On ne peut plus supporter, en tant que citoyen, cette hausse supplémentaire de taxes sur le carburant, en l'occurrence, pour continuer à entretenir le système. Et du coup, il y a révolte et tentative de renversement d'un système qui a fini par ne plus être suffisamment efficace. Si vous le regardez de façon très froide et non politicienne ou idéologique, vous regardez-le comme ça. C'est aussi simple que ça, ce qui s'est passé à partir d'octobre 2018. Le coût d'entretien de ces élites politiques devient, et évidemment des intérêts financiers qu'elles défendent derrière, devient trop important, et donc il faut le saborder, il faut le renverser, parce que de toute façon, tout simplement, les personnes ne peuvent plus vivre. Ils sont arrivés à l'os. Évidemment, ça vous permet de deviner tout ce qu'il y a derrière de dérives non sanctionnées. C'est-à-dire de micro-mesures qui ont été prises, qui jusqu'ici n'avaient pas provoqué le point de rupture, mais qui faisaient que les gens supportaient ce coût croissant de ce système-là sans se rebeller et sans capacité de faire entendre leur voix, parce que par ailleurs, évidemment, qu'est-ce que crée ce système représentatif? Une absence de visibilité des personnes qui ne sont pas en lien d'intérêt, qui n'ont pas accès à ce petit pari, c'est-à-dire la très grande majorité de la population française, avec évidemment 0% de fils de retraités, chômeurs ou inactifs dans les grandes écoles, 1% d'ouvriers à l'Assemblée nationale, 4% d'employés, et si vous regardez en fait le recrutement technocratique, mais aussi médiatique, au sein de ces institutions qui nous dirigent, qui forment l'opinion, qui prennent des décisions politiques, économiques, etc., vous avez une représentativité quasi nulle de catégories de la population qui représentent encore 60% de la population française. Les ouvriers, les employés, les inactifs, les retraités, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes-là n'ont pas d'intérêt à défendre en tant individuel, c'est-à-dire qu'ils représentent une masse qui est éloignée de ces sphères de pouvoir, et donc elles sont progressivement écartées pour être tout simplement pompées, pardonnez-moi l'expression, par ce cercle parisien. Alors évidemment, cette question des privilèges, justement, vos origines, votre parcours ne sont pas neutres, on en a parlé en début de conférence. Donc justement, est-ce que vous ne pensez pas que c'est Gérald Noiriel qui, je crois, parle d'alliés de classe quand il parle de mouvements populaires et de la nécessité qu'ils ont de trouver des appuis dans une certaine bourgeoisie intellectuelle. Donc, est-ce que vous considérez comme un allié de classe, et est-ce que peut-être vous pensez que c'est justement de par cette origine que vous avez le droit de dire ça, et que, disons, ceux qui ne font pas partie de ce cercle, qui n'ont pas accès, c'est obscur pour eux, ils ne pourront jamais j'ai le droit, mais surtout j'ai la capacité. C'est-à-dire qu'encore une fois, le fait tout simplement d'avoir rencontré ces gens-là, c'est extrêmement important. Non pas pour la légitimité de mon discours vis-à-vis de vous, mais simplement pour que je ne sois pas en rapport de fantasme. Ce que je vous raconte, c'est pas du fantasme ou une abstraction que j'aurais tirée de ma formation marxiste ou sociologique ou autre qui me permettrait de l'extérieur de juger d'un système. C'est vraiment la transmission d'un vécu. Et ça, pour vous, c'était du fantasme avant les Gilets jaunes? C'est pas que c'est que la recevabilité du discours, et il y a deux choses. La recevabilité du discours est bien moindre si vous partez d'une analyse rationalisante, qui vise à abstraire les éléments et pour lesquels nécessairement soit vous n'avez pas de preuves directes, soit vous avez des preuves qui sont de l'ordre, encore une fois, d'abstraction, c'est-à-dire des chiffres, mais à aucun moment vous pouvez prouver l'intention ou l'élément de causalité. Vous voyez des corrélations, c'est-à-dire Emmanuel Macron, il a des politiques libérales, mais voyez, rien que l'utilisation de politiques libérales, voire néolibérales, qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'immense majorité de la population française, ça ne veut strictement rien dire. Et pour ceux qui utilisent ces termes-là, je suis pas sûr que ça veut dire quelque chose de plus non plus. C'est-à-dire qu'on est vous rentrez dans un régime de généralité du discours qui fait qu'il est très difficile de toucher la masse de personnes qui sont nécessaires, en fait, pour faire contrepoids à ce pouvoir auquel vous faites face, à ce système auquel vous faites face, et de provoquer un renversement. Si vous avez quelqu'un qui arrache, tout simplement, la réalité physique, corporelle, de ces faits de corruption, ces intentions qui sont pas écrites, donc il ne reste pas de traces dans le fait que, par exemple, quelle est l'excuse des journalistes de Libération et compagnie de ne pas traiter le conflit d'intérêts notoire, quand même, qui a fait que Édouard Philippe a fait recruter sa femme à Sciences Po après avoir attribué une subvention à Sciences Po en tant que maire du Havre pour qu'il crée. C'est quand même gros, quoi. Enfin, je dirais. Ils disent, ah oui, mais on n'a pas la preuve que ce soit lié. En fait, moi, j'ai la preuve parce que j'étais intégré au système Est-ce que c'est une preuve?
Mais, pour beaucoup, c'était la critique qui a été faite pour votre livre. Non, c'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que moi, j'ai la preuve pour moi-même, c'est-à-dire que j'étais intégré au système de pouvoir de Descoings, je connais l'ensemble des protagonistes qui ont été impliqués dans cette affaire, j'ai été invité par Édouard Philippe à la mairie du Havre à un déjeuner en l'honneur à Descoings avec tous ces réseaux-là que je décris, les Bigorgne et compagnie. Je les ai vus, quoi. J'ai parlé avec eux, je sais qu'ils fonctionnent comme ça, je sais qu'ils ont fait ça pour ça. Donc j'arrive avec mon témoignage qui permet de combler le vide entre l'attribution de subventions et le recrutement de la femme de Sciences Po qui par ailleurs, enfin il suffit de regarder son CV pour comprendre qu'elle n'avait rien à faire là. Et parce que c'est un poste important, c'est directrice exécutive de l'école de droit de Sciences Po. C'est pas, on n'a pas, évidemment, on se fait plaisir, pas dans de petites dimensions dans ces espaces-là. Je peux vous dire, à Sciences Po, c'est monnaie courante. Richard Descoings rencontre sa femme Nadia Maric quand, alors qu'il est membre du jury de l'ENA et qu'il doit décider s'il la prend à l'ENA ou pas. Et il invite à un café dans la foulée et ils deviennent après, évidemment, après l'avoir fait entrer à l'ENA. Et qu'est-ce qu'il fait après? Il la recrute à Sciences Po comme directrice de développement. Qui est-ce qui a été pendant très longtemps le directeur de ce qu'ils appellent le développement de Sciences Po? La femme de Jean-Pierre Jouyet, un des éléments clés de la Macronie que je décris de long en large, qui était directeur de l'inspection des finances et compagnie, Brigitte Détinger-Jouyet, qui est elle-même l'une des héritières des plus grandes fortunes françaises, les Champagne et compagnie. Cette personne-là a un réseau extraordinaire. Est-ce qu'elle a un talent ou pas? J'en sais rien. Je sais juste que Jean-Pierre Jouyet, au même moment, est au conseil d'administration de Sciences Po, et que c'est Richard Descoings qui est le plus proche de Jean-Pierre Jouyet, qui l'a fait rentrer dans tout ça. Enfin bref, je pourrais continuer à l'infini en vous montrant à quel point il y a un entrelacement qui est invisibilisé pour l'espace public, qui fait que c'est même pas une question de plausibilité, c'est une évidence que c'est lié. Sauf que, pour les journalistes, parce qu'il s'agit d'attaquer le pouvoir, parce qu'il n'y a aucune source qui a un pouvoir politique suffisant pour remplacer potentiellement ce pouvoir qui leur donne cette information, c'est pas Nicolas Sarkozy qui fait fuiter au canard enchaîné l'affaire Fillon, eh bien ils se taisent. Ils se taisent et ils attendent passivement que le rapport de force politique fasse que l'information va sortir d'elle-même. Et donc, cette information n'est pas traitée journalistiquement, par exemple. Elle disparaît, on la maintient là, alors que tous les éléments, en fait, vous le prenez un après l'autre, exigent à minima que la question soit posée. Si vous voulez ne pas affirmer comme je fais, posez la question. Enquêtez. Essayez de voir comment ça se fait que le Premier ministre aujourd'hui en France n'est pas exposé à ce genre d'enquête. Comment ça se fait qu'il a fallu attendre décembre 2018 pour qu'on se pose 2019 pour qu'on se pose des questions sur Delevoye. Il a fallu en fait qu'il y ait un acteur politique d'importance suffisante, en l'occurrence les syndicats, qui fasse pression et qui considère que le point sensible de ses opposants était celui-là, le point de fragilité, pour que l'information sorte. Mais vous vous rendez compte à quel point dans cet espace-là, du coup, les médias n'ont pas d'autonomie d'action. Et ce que vous lisez en fait à travers les médias, c'est la pure expression de rapports de force qui vous échappent, qui ne sont pas explicités. Et tout ça, en fait, on n'aura probablement pas le temps de revenir dessus, mais c'est une réflexion qui naît de mon expérience avec Wikileaks, qui essaie de contourner les déficiences du système médiatique, là pour le coup non seulement en France, mais dans le monde entier, qui existe aujourd'hui du fait de cette dépendance aux sources, aux appareils de pouvoir et compagnie, en essayant d'inventer un journalisme scientifique qui fasse qu'on rende visible à chaque fois les documents ou les éléments bruts qui sourcent l'information qui est publiée sur le site, de façon à réduire la dépendance aux sources en question et à les traiter en traitant des documents en masse, en s'assurant que justement ils puissent par eux-mêmes décider politiquement de ce qui est pertinent ou non, sans avoir à s'appuyer sur un filtre journalistique. C'est ce qui fait qu'on a été haïs et violemment bâchés par l'ensemble des journalistes à qui ont montré en fait qu'ils faisaient pas bien leur travail. On peut dénoncer, donc c'est ce que vous faites dans vos livres successifs. Est-ce que vous voyez des pistes pour prévenir, ou le simple fait d'exposer la vérité devrait suffire? Le simple fait d'exposer la vérité a quand même un effet d'inflammation, à mon avis, important. Et par ailleurs, en fait, c'est très simple. Des lois qui régulent le système médiatique aujourd'hui, qui remettent en question la démocratie représentative telle qu'elle existe aujourd'hui, qui refondent le système éducationnel de façon à éviter qu'il ne devienne en fait des systèmes de reproduction de l'élite bourgeoise, où un fils d'ouvrier ou d'employé n'a strictement aucune chance, sauf s'il veut être le garçon ou la fille parmi les 100 ou 200 qui vont permettre au système de se dire « Ah mais ça va, vous voyez bien, on a notre fils d'ouvrier, on a notre fils d'employé ». Enfin, vous voyez, c'est tout simplement une refondation républicaine qu'il faut mener à bien et qui est relativement simple à mettre en œuvre une fois que le constat est effectué. Sauf que le problème, et c'est pour ça qu'il s'attaque de façon si systématique à l'énonciation du constat. Parce que dès le moment c'est chiffré, c'est établi, c'est prouvé. Donc dès le moment qu'il est accepté et entendu par la population,
il ne peut qu'il y avoir soit révolution, soit refondation radicale, et donc remise en question violente de leurs intérêts. Et évidemment, du coup, ils se battent pour survivre, et littéralement comme des chiens, pour tenir et faire tenir, et c'est ce qui explique évidemment la non-réception médiatique de Crépuscule, des extrêmement violentes campagnes de presse contre moi pour essayer de me dénigrer, toutes concentrées sur ma personne. Il y a 3-4 articles de presse sur Crépuscule, quand ils ont vu qu'ils pouvaient pas l'écraser, qu'il y avait déjà plus d'un million de téléchargements à 50 000 ventes, que ça commençait à devenir touchy, ils ont essayé de dire, ah oui, il y a des erreurs, on ne sait pas si tel article a été censuré ou pas, on n'est pas sûr justement que la femme d'Édouard Philippe, on n'a pas de preuve formelle que la femme d'Édouard Philippe ait été recrutée. Merci les garçons, quoi, super votre travail de journaliste. Et du coup, une sorte de tentative justement d'éviction de l'espace social. On essayait évidemment de faire passer pour homophobe, on essayait de glisser sur l'antisémitisme, ils auraient eu du mal à faire ce glissement, c'est quand même mon sujet de thèse, mais bon, ils ont tenté, quoi, et avec une sorte de petite musique qui vise à éviter le propos. Et à faire, vous voyez, il y a un problème avec l'auteur, de ce qu'il raconte, bon, à la limite, faut oublier, quoi. L'important, c'est la personnalisation, qui permettent d'éviter des débats de fond. Et justement, j'aimerais qu'on revienne sur votre personne. Et ce qui m'intéressait, juste pour finir là-dessus, l'inquiétude de la France insoumise. Par exemple, pourquoi est-ce que la France insoumise n'a personne à France insoumise, alors que j'étais l'avocat de Mélenchon, enfin je les connais très bien, hein, on a été en contact avant pendant cette période, personne à France insoumise n'a jamais dit un mot sur Crépuscule, au point où quand Manon Aubry, qui a eu le bouquin depuis 1 mois et demi, hein, c'est mon éditrice qui l'a donné en main propre, elle a dit oh oui je vais le lire tout de suite, j'adore, etc. Sur la Matin de France Culture, on lui demande qu'est-ce que vous pensez de Crépuscule? Elle dit je sais pas, j'ai pas lu, etc. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est parce qu'ils ont peur. Peur de quoi? Mais ils ont peur d'être évincés à leur tour de l'espace social légitime. S'ils commencent à avoir un discours sur ces questions-là spécifiquement, sur la question du rôle des médias dans le dysfonction démocratique. Les médias ont le discours de Mélenchon. Oui, le discours de Mélenchon n'est pas du tout une critique systémique. Oui, mais pas une critique systémique. C'est une critique populiste. De l'ordre de ils font pas bien leur travail, c'est des salauds, il faut les haïr, etc. Mais rentrer dans une attaque frontale contre Bolloré, contre Lagardère, contre Xavier Niel, contre Bernard Arnault, c'est inconcevable. Vous avez compris ça quand vous étiez porté candidat sous l'étiquette de la Non, parce que moi, en fait, je vis ce mur médiatique, je le vis avec Crépuscule. Avant, je vis avant l'étouffoir de cet espace politique, l'impossibilité d'éditer un bouquin dont il était sûr qu'il allait faire un carton. Robert Laffont qui le programme pour le 7 février et qui le déprogramme 3 semaines avant, c'est l'explication sur l'ordre du PDG. Le lendemain que Aurore Berger, c'était le lendemain que Aurore Berger ait voulu foutre en tôle pour avoir armé les esprits. Mais enfin, vous voyez, c'est quand même, je veux dire, avec Denis Robert, qui est quand même un grand journaliste, reconnu là pour le coup de façon, il n'y avait aucune question à poser sur lui, comme il n'y avait aucune question à poser sur moi avant Crépuscule. Enfin, tout ce que vous avez dit sur mon parcours parfait, etc. Enfin, personne s'était posé la question de mettre en question justement, pardon, ma parole dans l'espace public jusqu'alors. Et tout d'un coup, je deviens une sorte de monstre inquiétant qui, c'est le dernier portrait, celui de l'Obs d'octobre, qui a la moustache. Une moustache brune stalinienne, donc il a réussi à combiner fascisme et communisme dans le même, sur une description de mon physique, c'est quand même extraordinaire, enfin, il fait 4 pages là-dessus, quoi, enfin, 4 pages sur le fait que je serais un diable qui est devenu complètement fou. Denis Robert, qui va voir tous ses éditeurs, il a vendu plusieurs fois plus de 100 000 bouquins, enfin, il me dit t'inquiète, en 2 minutes on l'a, et les uns après les autres disent ah non, c'est un peu compliqué, non mais tu comprends, enfin vous voyez, donc on commence à comprendre à travers la publication du livre à quel point en fait le propos initial qu'on dénonçait, qui était juste une distorsion de l'espace informationnel français, se confirmait dans le réel de façon extrêmement gênante pour les personnes qu'on avait en face. Vraiment, enfin moi j'étais gêné pour eux, quoi. Enfin j'étais gêné pour eux. On leur montrait les preuves de censure d'articles qui devaient être publiés dans l'Obs, des échanges de mails, et ils continuaient à mentir, à dire non c'est pas vrai. Genre, on a l'article de l'Express, on a quelqu'un au sein d'Express qui nous raconte qu'il y a un article commandé, un portrait commandé sur moi, justement pour essayer de désamorcer quelques semaines avant la sortie de Crépuscule en livre, alors qu'il a été annoncé, pour essayer de désamorcer de la sortie du livre, et ils ironisent, et ils finissent par sortir l'article avec un gros renfort de tweets en disant, à 14 ans, Juan Branco a créé un blog où il notait les physiques des jeunes filles et garçons de son collège. C'était le scoop qu'ils avaient réussi à sortir pour essayer de me démonter, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un truc qui était tellement caricatural, et tellement caricatural de leur part que ça en finissait par renforcer le discours. Et donc même des personnes comme Ruffin, qui ont en amont
étaient très courageux dans leur opposition, par exemple à Bernard Arnault avec Merci Patron et compagnie. Vous aurez remarqué que le sujet s'est peu à peu écarté de son discours public à mesure qu'il devenait une figure politique centrale, et lui-même a expliqué que ça faisait partie de sa tactique, entre guillemets, de cesser de parler de ces sujets pour pouvoir continuer à avoir une visibilité médiatique. Et il en parle notamment, et si vous regardez les passages de François Ruffin au quotidien, c'est lisse, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la condition d'accès à cet espace-là est de lisser votre parole. De lisser votre parole, notamment sur quoi? Sur l'espace médiatique lui-même. Pourquoi? Parce que ce que vous faites lorsque vous vous retrouvez face à un journaliste en lui disant bah, vous êtes factuellement, enfin c'est une question contractuelle d'employé de Xavier Niel et de Bernard Arnault, donc si vous allez écrire sur moi, bah, nécessairement je suis pas trop sûr que votre neutralité soit mise en question, ça le rend fou. Et dit mais comment vous pouvez dire ça? Je suis journaliste à l'Obs, je suis journaliste au Monde. Comment est-ce que vous pouvez concevoir qu'on puisse se laisser orienter par ce genre? Il ne supporte pas d'être mis face à sa participation à un système qui est évidemment absolument délétère pour l'espace public. Revenons sur votre personne. Dans Crépuscule, vous êtes le personnage central, quasi omniscient des jeux médiatico-économico-politiques souterrains. Donc on a un peu l'impression que vous avez construit votre propre personnage, peut-être un peu mythifié, le républicain incorruptible. C'est un journaliste du temps en Suisse qui avait dit que vous étiez un mélange entre Saint-Just et James Dean. Ça c'est intéressant d'ailleurs. Il n'y a pas une forme de théâtralisation de Juan Branco, il n'y a pas un peu de posture finalement dans votre discours? Alors deux choses. Un, juste le contraste entre la réception au public à l'extérieur du pays et en France. C'est-à-dire j'ai fait quand même plusieurs matinales en Europe, en Belgique, en Espagne, en Suisse, sur le livre. Or qu'il n'y avait rien en France. C'est quand même incroyable. Enfin, c'était un truc quand même qui prenait ces proportions-là. Ça, c'est la première chose. Sur la question, non, enfin, je me présente pas en incorruptible du tout, parce qu'encore une fois, je parle de questions de système. C'est-à-dire que moi, j'ai aucun reproche individuel à faire à ces gens. Vous l'avez quitté, ce système. Si ce n'est que vous présentez beaucoup. Pas vanté. Vous dites tel que... Non, il y a eu un arrachement à travers une trahison très forte de ce système à travers ce livre, mais j'ai pas... Dans le livre, vous dites je ne veux plus qu'il me touche, comme une forte théâtralisation. J'ai dit que je veux plus qu'il me touche. Oui. Qu'il me pose les mains sur mes épaules, en parlant de Bernard Arnault, Xavier. Non, oui, en introduction, oui, sur la description de la scène à Louis Vuitton, enfin l'inauguration de la boutique Louis Vuitton. Je suis invité, où il y a Gabriel et Bernard Arnault, mais c'est pas... Je sais pas si une théâtralisation, moi j'essaie de rester aussi sincère que je peux dans mon rapport au monde. C'est quand même tout d'un coup une projection extrêmement violente dans l'espace public, enfin soudaine et quand même vraiment massive du jour au lendemain. Il y a un geste quand même, selon moi, en tout cas moi j'essaie de le tenir très sincère dans le déracinement par rapport à un espace que je trouvais délétère. Il y a des raisons par ailleurs intimes qui ont amené à ça, une friction, parce que c'est là où peut-être, je pense que le dernier élément qui m'a permis vraiment d'avoir un truc à apporter à l'espace public sur ces sujets, c'était tout simplement le fait d'être tombé amoureux d'une jeune fille qui appartenait à une famille qui était la 3 millième fortune de France ou quelque chose comme ça, 3 millième, oui, si je me souviens bien, selon le simulateur de Piketty, et qui me fait découvrir encore un autre espace, cette fois non plus par les fréquentations personnelles ou les liens d'intérêt que permettent les déjeuners d'affaires, les invitations à des événements, etc. Mais là, pour le coup, vivre de l'intérieur, les brisures que provoque l'absorption dans cet espace-là, est-ce que ça peut susciter notamment chez les héritiers de brisures et de violences, et à quel point en fait ce monde est vingt. C'est-à-dire que le dernier espace fantasmatique dont il fallait que je me défasse, qui était le plus dangereux, était celui du rapport, j'allais dire du rapport érotique, mais en tout cas du rapport individuel. C'est-à-dire fantasmer ce monde-là en tant, non pas pas symboliquement parlant, pas en termes de réussite professionnelle, pas en termes de réussite économique, etc., mais tout simplement vivre dedans. Et fantasmer le fait que ce soit excitant, de faire des parties de chasse, d'avoir un grand appartement au 5e étage du boulevard Saint-Germain, et ainsi de suite. Et en fait, rompre ce fétiche dans les derniers mois qui ont précédé l'écriture de Crépuscule, à un moment où j'étais factuellement au RSA. Il n'y a pas du tout de dramatisation par rapport à ça. Je m'étais vraiment mis, pardonnez-moi, j'ai dû dire, dans la merde pour essayer de me sortir de ce système. Et ça a été vraiment extrêmement violent, et ça n'a rien de comparable à ce que vivent les gens qui au quotidien subissent sans avoir le choix ces situations-là, mais ça donne quand même un écho particulier qui a fait qu'à mon avis les gilets jaunes
que ma démarche était sincère et qu'il y avait un vrai lien qui pouvait se constituer avec eux, qui était celui du fait de perdre une fonction au sein de la société, de ne plus servir à rien, et le sentiment de ne plus servir à rien, je pense que c'est ce qu'il y a de plus violent, au-delà même de la misère sociale et économique. Eh bien, avoir le sentiment de ne plus servir à rien et se retrouver dans une situation économique précaire, donc pas précaire, au milieu de ces gens-là, au milieu de cette richesse extraordinaire, et de devoir continuer à assister à des inaugurations de boutiques de Louis Vuitton et compagnie, en fait, c'est la dernière rupture qui m'a amené, en fait, à une sorte d'enragement révolutionnaire, quoi. J'ai rejoint le camp des enragés. C'est-à-dire qu'il y a un moment, je ne supportais plus la violence que suscitait ce système, y compris au sein de sa classe sociale elle-même, quoi. Et y compris dans les écarts qu'elle produisait avec sa classe. À ce moment-là, j'ai décidé de ne plus essayer de me raccrocher à droite à gauche, mais de tout balancer. C'était une dernière année dans laquelle j'avais fini par faire le tour des tours du CAC 40, quoi, de Vinci Construction à Saint-Laurent dans le 8e, en passant par toute une série d'autres de tours, LG, Total et compagnie, pour essayer de voir s'il y avait quelque chose à faire avec eux, comment ils se comportaient, découvrir de l'intérieur comment ça fonctionnait. Et une fois que j'avais fait le tour, j'ai essayé de larguer les amarres. Et d'ailleurs, ironiquement, et c'est pas tant moi qui me suis théâtralisé que l'histoire qui est devenue théâtrale, le Fenwick qui a défoncé la porte de Benjamin Griveaux en janvier, on le récupère, enfin moi j'ai pas participé mais j'étais là, je l'ai vu, en face du nouveau siège Yves Saint-Laurent. C'est-à-dire que en gros, ils étaient en train de faire les travaux pour le nouveau siège Yves Saint-Laurent, ils chopent le Fenwick dans une des portes dans des rues perpendiculaires au porte-parole de Benjamin Griveaux, et ils l'utilisent pour défoncer symboliquement les portes de ce porte-parole qui s'amusait à mépriser les gilets jaunes en disant la France des gitanes et des gens qui roulent en diesel, c'est pas la France, dans un hôtel particulier qui lui avait été octroyé quand même par la République, c'est-à-dire par ces Français qui sont quand même taxés au quotidien pour lui permettre d'avoir son train de vie. Benjamin Griveaux, si vous regardez son parcours, c'est quelqu'un qui n'a strictement rien fait de sa vie, si ce n'est encore une fois se laisser corrompre, notamment chez Unibail, ce qui a permis à Emmanuel Macron d'avoir des ristournes lors de la location de ces salles lors de la campagne, notamment Porte de Versailles, son plus grand meeting qu'il n'aurait pas pu organiser s'il n'avait pas eu cette facilité de la part d'Unibail, et donc évidemment toutes les conséquences que ça aurait pu avoir sur la campagne. Bref, des personnes comme ça, tout d'un coup, se prennent un coup d'une violence symbolique très importante, ils fuient en courant, alors que les gilets jaunes, eux, de leur côté, ont pris des risques immenses pour essayer de faire entendre leur voix et de défendre leurs intérêts. Et on s'en tient là, c'est un geste purement symbolique, personne rentre dans le porte-parole là pour essayer de s'accaparer la parole républicaine, pour essayer de faire un coup d'État ou quoi que ce soit. Et on a évidemment en face une hystérisation extrêmement violente de la part de l'appareil et du système politico-médiatique. C'est à partir de là, d'ailleurs c'est dans la foulée qu'Aurore Berger le dénonce au procureur de la République. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent que là quelque chose est en train de se jouer et que potentiellement leur position est en train de tomber. J'ai une question juste sur puisqu'on parle de macronisme. Vous fustigez souvent l'absence d'idéologie en fait chez les macronistes, le fait que ce soit des coquilles vides et en fait qu'elles soient faites d'ambition, que tous ces personnages de la République en marche soient la recherche d'une position plus que justement de cette idéologie. Donc en fait c'est deux questions. L'une c'est est-ce que on est sûr que c'est pas une idéologie en soi et entre guillemets l'idéologie de cette caste que vous pensez, ou alors à l'inverse comment je formule ça. À l'inverse, est-ce que c'est cette caste qui gomme toutes les idéologies ou qui les rend beaucoup plus difficiles à exister, même du autre côté, même en face, que ce soit à gauche, à droite? Il y a deux éléments clés dans la Macronie en particulier, mais je pense que c'est en train de se généraliser à nos élites politiques. C'est d'une part la pauvreté intellectuelle, qui est quand même sidérante, et d'autre part l'absence d'expérience de vie. Parce que ce système de compulsion, enfin qui mène de façon compulsive à l'accaparement, crée quelque chose, un fonctionnement en héritage. C'est-à-dire que les personnes ne vivent que, de plus en plus névrotiquement, que par leur obsession à l'idée d'accéder à ces espaces de pouvoir afin de préserver et de maintenir leur position sociale. Et dès lors que l'accès à des positions sociales privilégiées dans le régime dans lequel vous vous installez n'est plus le fruit de votre courage, d'un geste de performance particulière dans un domaine, de gloire, de sacrifice, et bien évidemment elle devient le fruit d'un intérêt. Et donc la combinaison de ces deux facteurs fait qu'on a une médiocrisation complète de leur rapport aux politiques, qui se sent dans les discours, dans la façon dont ils s'adressent à la nation, dans la façon dont ils sont incapables de partager une vision qui aille au-delà des lieux communs les plus éculés, et du coup d'idéologie. Moi ils sont vraiment, enfin je les ai vraiment tous vus, quoi, y compris, il y en a certains dont je parle pas
ou peu dans Crépuscule, notamment les GRAC, qui sont censés être un groupe de réflexion qui est censé être le socle idéologique de la Macronie. C'est en gros les post-rocardiens, quoi. Ces gens-là ne pensent pas. Ils n'ont aucune idée, enfin, c'est-à-dire que leur raisonnement économique c'est nul, quoi. C'est vraiment, il n'y a aucune capacité à argumenter politiquement, discursivement, sur les raisons qui les amènent à se comporter de cette façon. Regardez Muriel Pénicaud. Tentez d'expliquer leur... Non mais, regardez Muriel Pénicaud, oui, tout court, priez. Regardez Muriel Pénicaud, tentez d'expliquer les retraites, la réforme des retraites, tentez de répondre à des questions quand même pas difficiles de la part de personnes qui sont pas non plus des génies absolus comme pardon, pas Patrick Cohen, mais Nicolas Demorand et Léa Salamé. Enfin, regardez vraiment le niveau du débat politique aujourd'hui. Ces gens-là ne savent même plus pourquoi ils sont là. Alors moi, j'en ai déduit quelque chose. Je pense que, en fait, Emmanuel Macron a choisi de façon inconsciente, vraiment volontaire, les plus nuls de la classe. Les Castaner, les Belloubet, les Pénicaud et compagnie, pour une seule raison, pour s'assurer qu'ils leur doivent une obéissance absolue, parce qu'il sait d'une part qu'il serait jamais là, il serait jamais trouvé là si c'était par lui, et d'autre part, qu'ils sont dans l'incapacité complète à se rendre compte que c'est un imposteur. Que c'est quelqu'un qui, en fait, n'a pas de pensée en lui-même, qui ne sait pas où il va, et qui essaie juste, en naviguant à vue, d'inventer une forme de posture souveraine, dont on voit, en fait, l'artifice, et là, je le décris plus contre Macron que dans Crépuscule, souvent dans les apparitions dans l'espace public, y compris la première fois où il remonte les Champs-Élysées avec, dans ce véhicule militaire, on a l'impression d'une facticité assez troublante, tout simplement parce qu'il n'arrive pas à incarner la fonction. Et donc il choisit des Belloubet, des Castaner, des Pénicaud et compagnie, qui sont largués d'un côté, mais de l'autre se disent il doit bien y avoir une raison, il doit savoir ce qu'il fait, et qui donc acceptent de continuer à occuper cette fonction, de se ridiculiser publiquement comme ils le font de façon régulière, qui acceptent de défendre des positions politiques qui n'ont aucun sens, qui sont même dégradantes pour elles, dans le seul but, enfin, pour la seule raison qu'ils ont une sorte de confiance aveugle, quasi mystique, dans ce devenir gourou qu'est devenu Emmanuel Macron et qui les mène à l'abîme. Et on a de l'autre côté, il faut jamais sous-estimer l'adversaire. Enfin, on s'en est rendu compte aussi avec Ismaël Emilien, qu'on nous a quand même présenté pendant 2 ans comme un génie absolu, jusqu'au moment où il a eu l'idée malheureuse, croyant lui-même au discours que les médias appliquaient sur lui, sans se rendre compte que c'était le pur fruit d'une construction médiatique qui servait à ses intérêts, où il a l'idée malheureuse d'écrire un livre qui est quand même une catastrophe absolue, et il se retrouve sur France Inter avec son camarade David Amiel, à se ridiculiser, quoi, à être incapable de partager une idée qui soit un minimum intéressante, et où tout d'un coup il y a des journalistes eux-mêmes qui se retrouvent humiliés parce qu'ils en ont parlé pendant des mois et des mois comme des personnes extraordinaires, et là ils se disent en fait non, rien derrière ces personnes-là. Et cette incapacité intellectuelle qui touche quand même une partie de la Macronie se voit compensée par une autre sphère différente, très importante, qui est représentée par le triumvirat Macron, Koller, Ribot-Delmas, qui sont les respectivement secrétaire général de l'Élysée et directeur de cabinet du Premier ministre, qui eux ont une capacité de travail extraordinaire, qui ont une compétence technique très importante, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent parfaitement le jargon technocratique, ils maîtrisent parfaitement les codes que l'on vous apprend à l'ENA, ils maîtrisent parfaitement les rouages de la machine d'État, et qui permettent d'assurer la stabilité du pouvoir. Parce que si vous aviez que les Schiappa, les Pénicaud et les Belloubet, on n'irait pas très loin. Donc il y a une sorte de vecteur technocratique alternatif qui permet de tenir l'administration par... et c'est pour ça que vous avez droit régulièrement à tous ces articles de propagande sur leur capacité de travail extraordinaire, ces bourreaux qui pendant 70 heures, 80 heures par semaine font tenir la machine, etc. C'est des personnes qui sont franchement pas brillants non plus si vous lisez les Macronleaks, c'est-à-dire que vous voyez par exemple comment est adapté la taxe carburant, vous comprenez que c'est un désastre. Hein. Les mecs, enfin vous comprenez, pardonnez-moi, ils font des calculs sur un bout de table, sur bon, bah alors plus 30 milliards, moins que 6 milliards, fois 2,4, moi je sais pas quoi, et ils disent bon bah on prend. Et vous dites mais sérieusement c'est comme ça qu'on adapte des taxes qui vont toucher la sorte de... Ouais mais vraiment, enfin ils font les calculs par mail, par retour de mail comme ça sur des petites tables et ils décident bon bah ouais bah ça sera comme ça qu'on remplira le trou du CICE. Et alors tous les effets dérivés, tout ça, oui. Alors, mais il y a un vocabulaire jargonneux, il y a une sorte de rapidité d'esprit qui permet de masquer, encore une fois, la pauvreté intellectuelle, l'absence d'expérience de vie, etc. chez ces personnes-là, qu'il n'y a pas dans l'autre point de la Macronie que je décrivais, et qui fait que ça tient, brinque-ballant, mais ça tient et ça s'est pas encore effondré, même si c'est quand même pas bon, quoi. Et du coup, juste le fait que ces gens, la partie de... Je vais pas redire les noms, mais est-ce que le fait que ces gens occupent des positions, est-ce que pour eux c'est un synonyme
sorte d'échec de la méritocratie, puisque du coup ceux qui... Mais bien sûr, ces personnes-là ont quand même fait des grandes écoles, et c'est là on en revient à une description plus large. C'est pour ça que je mets tellement de temps à décrire le parcours de Gabriel Attal, de Crépuscule, de l'Alsacienne, des grandes écoles, pour montrer à quel point ce surdéterminisme social, qui a fini par s'emparer du système méritocratique républicain, qui a fait qu'aujourd'hui vous n'êtes plus en concurrence quand vous essayez de passer un concours de la République avec l'ensemble de la génération avec laquelle vous appartenez, mais avec les 10 000 à 15 000 personnes qui appartiennent à votre même classe sociale, ça crée une dégradation très forte du niveau général. Si vous n'êtes plus en concurrence avec 400 000 personnes, mais avec 10 000 personnes, naturellement le niveau moyen va baisser. Et aujourd'hui, donc c'est pas seulement une question idéologique de dire que les fils d'ouvriers, d'employés, de retraités, de chômeurs devraient avoir accès à l'espace politique, c'est que, à l'espace politique, technocratique, etc. C'est que, à moins de croire qu'un fils d'ouvrier est par nature génétiquement entre 30 à 40 fois moins intelligent qu'un fils de bourgeois. Parce que c'est les proportions dans lesquelles on se trouve aujourd'hui, si on regarde les statistiques d'accès à ces grands corps et ainsi de suite. À moins de croire ça, on est juste en train de s'appauvrir en tant que pays. On est en train de dégrader notre élite dirigeante au point où celle-ci apparaît aujourd'hui comme n'ayant plus de justification valable, au point où on se retrouve avec des mouvements extrêmement important en termes de masse comme les Gilets jaunes, qui n'appellent qu'à une chose, au renversement de ces élites dirigeantes d'une part, mais non pas à la recréation d'une autre élite, mais tout simplement à la redistribution du pouvoir à travers des mécanismes comme les mandats impératifs et révocatoires, les référendums d'initiative citoyenne, etc. Et c'est là où, quand même, encore une fois, il faut louer la prescience et l'intelligence de ce mouvement, dont on s'est tant amusé à le tourner en dérision pendant des mois au sein de l'espace politique et médiatique, et il fallait voir comme ces semi-savants d'une médiocrité phénoménale se foutent de la gueule de personnes qui, porteurs d'une vérité et d'une expérience de vie infiniment supérieure à la leur, se pensaient en capacité de les mépriser. C'était fascinant par pur réflexe de classe. Il y avait une sorte d'effet révélateur sidérant de par leur incapacité à les écraser. C'est-à-dire que quand vous regardez Maxime Nicole sur cet avou quelques mois après qu'il ait commencé sa formation politique, donc pas immédiatement après qu'il ait pris la parole fois sur un live Facebook, il se retrouve face à Ali Madou, Jean-Michel Apathy, Mounir Majoubi et compagnie, et il les fait taire. Regardez cette émission, 50 000 d'émissions, à la fin de l'émission, ils n'ont rien à répondre à ce qu'il leur dit sur les dysfonctions institutionnelles et ainsi de suite. Quand il fait l'effort d'élever son niveau de discours et d'abstraction et de raisonnement, quand il n'est pas juste dans un rapport presque amical avec les personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux, sur les lives, dont on s'amuse à extraire après telle ou telle phrase pour essayer de le décrédibiliser, il est parfaitement capable de s'élever à leur niveau. D'une part parce qu'il est extrêmement intelligent, plus intelligent que la majorité de ces personnes-là, et d'autre part parce que le niveau moyen de ces personnes-là a tellement baissé qu'il est devenu d'une facilité déconcertante d'être meilleur qu'eux. Et ça, c'est quand même un symptôme très important d'un effondrement civilisationnel qui, à mon avis, est quand même relativement propre à la France. Pourquoi ? Parce qu'il est généralisé. Et il y a aujourd'hui, enfin, on parle du gouvernement, mais si vous mettez Schiappa face à des personnes qui parlent d'aller manger des gaufres, de jouer au foot, ou qui sont incapables de tenir une position souveraine sur des tribus qui signent, ou qui, pour parler d'un certain camp, mais on pourrait le multiplier, qui, comme François Chirac de la CFDT, donc là, le patron du premier syndicat français, en pleine crise sociale à nouveau, au moment déterminant pour l'avenir du pays, commence à dire que c'était quoi son exemple, qu'on pourrait trouver d'autres façons de faire la grève, que par exemple il y avait fait dans une des sections de la CFDT, c'était magnifique, pardonnez-moi, je vais pas retrouver les mots exacts, ils avaient trouvé une façon de, les ouvriers avaient porté des shorts pour lutter contre une interdiction que leur opposaient leurs employeurs. Il dit ça, c'est-à-dire, il a, comme vous le savez, l'accès à l'espace public, c'est un privilège d'une part, et c'est quand même pas quelque chose, vous n'allez pas tous les 4 matins sur RTL, sur la matinale, vous adresser à 3 millions de personnes. Vous avez 20 minutes, une fois par semaine maximum, en période de crise, pour quelqu'un comme le patron de la CFDT, comme Laurent Berger, pour pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'il fait pendant ces 20 minutes ? Il met 2 minutes à vous expliquer que, quelque part, il y a des gens qui ont porté un short pour protester contre leur employeur, et qu'il faudrait peut-être s'inspirer d'eux pour mener la bataille contre les retraites. Évidemment, vous avez Schiappa en face, du coup, et que Schiappa peut gagner contre lui. Vous voyez, donc il faut penser systémiquement. Encore une fois, c'est ce qui permet de sortir de la Macronie. On est quand même à un moment où, systémiquement, les contraintes structurelles qui s'appliquent, notamment à la sélection des élites et à la formation dans l'ensemble du pays aujourd'hui, provoquent un effondrement qui provoque la crise actuelle et qui provoque notamment les Gilets jaunes. Merci, on va à présent passer au... J'ai une petite intervention rapide sur le mépris. Vous avez dit l'année dernière, je crois, que le film Joker était une ode aux Gilets jaunes. Alors, je suis désolé, moi j'ai vraiment juste la lecture inverse, et je vois justement le mépris de cette casse que vous décrivez, le mépris juste d'un regard sur ces émeutes urbaines qui sont déclenchées accidentellement par les actes d'un fou. Non, alors, là c'est vraiment, comme toujours,
par rapport au cinéma, c'est un grand débat, quoi. Enfin, ça, j'ai pas envie de me lancer parce qu'il me faudrait 20 minutes pour vous convaincre. Très rapidement. Mais j'ai fait une émission sur, pour ceux qui s'intéressent, qui s'appelle Négatif, avec des étudiants de Censier, où j'explique en fait en détail ce que j'avais mis juste dans un tweet, où j'explique qu'au contraire, en fait, il y a une sorte de conscience de la part d'Hollywood assez courageuse et de mise en visibilité de la violence symbolique et sociale et des effets qu'elle peut produire, notamment en poussant à la folie, mais comment en fait cette folie peut après devenir un moteur d'action politique. Et en gros, ce que selon moi montre le film de Joker, c'est tout simplement la lutte des classes en acte. La lutte des classes en discours. C'est-à-dire qu'en fait, elle montre tous les éléments matériels de la lutte des classes et ce qui amène à la lutte des classes, sans avoir à porter dessus un discours marxiste ou quoi que ce soit. Et donc voilà, c'est pour répondre très rapidement, mais encore une fois, ça peut sembler caricatural dit en 2 mots comme ça, mais pour ceux que ça intéresse. Et sur le mépris, vous aurez remarqué la jouissance que j'ai à renvoyer à ces petits marquis le mépris qu'ils appliquent à l'ensemble de la population. C'est évidemment une posture, enfin par ailleurs ça me fait vachement plaisir, mais c'est une façon aussi de renvoyer cette violence sociale qu'ils ne cessent d'utiliser en s'appuyant sur tous les vecteurs de légitimation que par exemple j'aurais pu utiliser avec l'introduction que vous avez faite, et que j'essaie d'utiliser non pas contre les plus fragiles de la société, mais qu'au contraire contre les plus puissants, en leur disant il est temps de rendre des comptes. Et ça a été quelque chose qui a été, enfin, y compris l'accumulation de vecteurs de légitimation a été quelque chose de très conscient depuis très tôt dans ma vie, ou que j'ai fait volontairement, en sachant très bien qu'elle était un prérequis nécessaire en France pour avoir droit à la parole dans cet espace public, et que la seule façon de les prendre à leur propre jeu et de les renverser, ça passait par une intégration poussée à l'extrême, à des niveaux que 99% d'eux n'ont pas atteint, à la fois scolairement, mais aussi justement dans le rapport à l'accès au pouvoir le plus important, donc encore une fois celui des oligarques, plus encore que celui du politique, et avoir le plaisir d'avoir trouvé une masse sociale qui justement puisse se servir de ce renversement symbolique, ça a été pour moi un des moments les plus salvateurs et heureux de ma vie, quoi. Et donc vraiment cette jonction avec les Gilets jaunes, c'était quelque chose que j'attendais depuis longtemps, et ça a été un soulagement extraordinaire qui j'espère perdurera. Merci beaucoup, Monsieur Branco. On va à présent passer aux questions du public. Donc si vous avez des questions, juste vu que vous avez un train bientôt. Et en attendant, les réponses claires, moi je continue concises. Pendant que les micros circulent. Il faut imaginer aussi la pauvreté de ces espaces-là. Et quand je vous parle du rapport émotionnel et de cette relation amoureuse extrêmement importante que j'ai eue dans cette phase précédente, elle était essentielle pour voir à quel point, pour comprendre à quel point il n'y avait rien à désirer de l'ultra-richesse. Il n'y avait rien à désirer de l'accaparement. Il n'y avait rien à désirer de ces espaces-là qui, parce qu'ils maîtrisent notamment les codes de la visibilité, permettent de créer du fantasme dans l'ensemble de la société, permettent du coup d'imposer une forme de contrainte très forte à la contestation, notamment sous le réflexe fallacieux et sophistique de vous êtes frustré, si vous faites ça c'est que vous êtes frustré, et pouvoir moi dire mais non en fait moi j'ai eu accès à tout ça, et c'est pas parce que je suis frustré que je suis en train de vous envoyer chier, c'est parce que vous êtes des merdes, pardonnez-moi. Enfin, c'est essentiel, parce qu'encore une fois, sinon, votre discours ne porte pas et n'est pas reçu. Et là, ce qui, à mon avis, les embête beaucoup, et c'est pour ça qu'ils ont cherché de façon obsessionnelle dans leur portrait à trouver des raisons d'une sorte de rancœur que j'aurais en moi inscrite dans ma plus prime jeunesse, dans les blogs, dans les je sais pas quoi, dans les l'Obs a titré l'histoire secrète d'une obsession dans mon rapport à Attal, enfin bref. Vous voyez, c'est une tentative de psychologisation qui leur permette de trouver une voie une échappatoire, une façon de ne pas être confronté à mon propos, et au fait que mon propos pouvant être sincère, il dit quelque chose de leur lâcheté et de leur incapacité à eux-mêmes à s'émanciper, notamment de cette contrainte symbolique qui en fait des serfs et non des personnes libérées. Quelques mots sur Julien Lachan. Oui, ça serait bien. Ou ça. Un mot. Bonsoir, merci pour votre venue. Ce qu'on peut constater, c'est que l'oligarchie a la capacité de travestir son ancien capital culturel, économique, par du storytelling. Storytelling que vous mettez à mal, notamment dans Crépuscule, notamment par votre rôle de transfuge de classe. Et pour vous, quel est le terreau fertile à la création d'un transfuge de classe, d'un traître à sa classe? Il y en a plein, enfin là pour le coup il faudrait... ce serait trop autobiographique parce que je peux partir que de mon expérience en fait. Enfin, c'est la seule façon pour moi d'être le plus juste possible. Je pense qu'il y a plein de facteurs qui ont joué, notamment le fait d'être fils de mes parents, c'est-à-dire à la fois dans la position sociale d'un petit Paris, que je décris très brièvement dans le texte, mais aussi tout simplement fils d'étrangers. Enfin, ça joue, mine de rien. C'est-à-dire,
y a quand même un rapport au pays à la fois fantasmatique. J'idéalise beaucoup la République française, quoi. Mes parents ont fui de dictature, ils ont été accueillis en France, ils y sont allés parce qu'à l'époque c'était le pays le plus admirable qui puisse être trouvé pour des personnes dans leur espace culturel. Ils ont réussi grâce à la République française, de la même façon que je considère que je dois beaucoup à la France et non l'inverse, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est pour donner un facteur, mais il va y en avoir plein, des histoires amoureuses, c'est pour ça que, sur la question de la théâtralisation, moi je cherche au contraire à essayer de désactiver tout vecteur de fascination à l'égard de mon parcours, parce que sinon ça n'a aucun intérêt. En fait, on est en train de reproduire un système de domination qui va faire que vous allez vous-même vous concentrer sur la personne, non pas en négatif peut-être, mais en positif, ou alors et on va perdre toute capacité d'interlocution politique en fait. Donc, je pense que ce qui est intéressant, et évidemment, je pense aussi, le dernier truc quand même, c'est les contraintes systémiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on vous offre quand vous êtes un petit enfant d'élite, c'est de devenir le serf d'un oligarque, quoi. Ou directement ou indirectement, ou de rentrer dans un système politique où vos marges de manœuvre et de création vont être très faibles. Et du coup, vous allez devoir renoncer à une personnalité et une liberté qu'on vous a appris à chérir, par exemple moi, dans l'espace familial. Le coût devient trop important. Vous avez pas envie. L'absence de désir a fini par susciter en moi ce monde, je pense que c'est le plus important. Et quand je parle de pauvreté émotionnelle, à l'inverse, la profondeur et la richesse des interactions humaines, ça sonne cliché, mais c'est vraiment c'est pour ça que je viens à des conférences encore, que j'ai vécu à travers les Gilets jaunes, et les espaces de solidarité qu'ils ont créés entre eux de façon horizontale, dans des conditions de précarité atroces et de matériel vraiment délirantes. La chaleur qu'ils ont réussi à reconstruire, qui leur a permis de retrouver une place au sein de la société pour une grande partie d'entre eux qui étaient complètement isolés, c'est des choses d'une beauté extraordinaire. On retrouve de la beauté, en fait. On retrouve de la beauté, on retrouve un rapport au monde qui devient inexistant quand vous êtes dans le rapport névrotique d'accumulation, de distinction, Alors, c'est facile à dire dans ma position, mais j'incite vraiment à ce détachement, quoi. C'est-à-dire, de toute façon, il faut reconstruire quelque chose. Et si vous gardez cette névrose de réussite, de reconnaissance, etc., parce que on l'a tous, beaucoup long pour des raisons X ou Y, mettez-la au service de la construction d'un nouveau régime, d'un nouveau système politique qui fera que lorsque vous obtiendrez une reconnaissance de la part de ce régime-là, d'une part, vous vous sentirez réellement valorisé, et pas juste de façon mondaine, et d'autre part, vous aurez la conscience de participer à la véritable construction d'un bien commun, et non pas à ce que je considérais être son pillage depuis à peu près 30 ou 40 ans. Voilà. 30 ou 40 ans, en fait, j'en sais rien, depuis que j'y suis, en fait, quoi. Bonsoir, merci d'être là. J'aimerais avoir votre regard sur le scandale BlackRock et la Légion d'honneur qui a été décernée à Cirelli le 1er janvier. Est-ce que vous avez des informations ou des hypothèses sur la contribution de Cirelli à la réponse des retraites? Non, j'ai pas d'informations directes, mais deux choses. À nouveau, j'en reviens, ils ne sont pas corrompus, ils sont la corruption. Encore une fois, il faut avant tout l'utiliser pour montrer à quel point c'est endémique comme comportement. C'est pas ce comportement en particulier qui est signifiant ou définitif, et c'est un peu de façon générale la question de la mobilisation des retraites. On est à 2 ans d'une présidentielle, donc y compris si vous n'êtes pas dans une perspective révolutionnaire, insurrectionnelle ou autre, y compris si vous croyez encore dans un devenir institutionnel, de changement institutionnel de l'intérieur. Quel est le sens de se contenter de lutter sur la question des retraites de façon si massive, alors que les effets de cette réforme n'interviendront qu'après 2022? Est-ce que vous avez déjà renoncé à la possibilité de construire une alternative en 2022, de telle façon que vous en soyez à tenter de sauver les meubles? Si c'est le cas, devenez révolutionnaire. Si c'est pas le cas, interrogez-vous sur la nécessité d'englober cette question des retraites en particulier dans un discours plus général. De la même façon que cette question du conflit d'intérêts du patron de BlackRock France doit être intégrée à une réflexion plus générale sur justement le devenir corrompu de nos élites technocratiques aujourd'hui et de leur absorption par des puissances financières, qu'elles soient nationales ou internationales, et des raisons qui amènent à cela. Si on se concentre sur le fait qu'il y aurait un grand complot entre Cirelli, c'est pas une question d'individu là, c'est vraiment une question de structure qui fait que naturellement ces personnes-là vont aller dans le sens de ces intérêts-là, sans même se dire qu'ils le font parce qu'ils sont intégrés à un système qui, in fine, les servira à leurs intérêts, ça d'une part, et donc d'autre part, sans chercher une corruption immédiate. Là, ces gens-là, très naturellement, pensent qu'ils font le bien en faisant ça. Et on en revient à l'absence d'idéologie. Ils pensent que c'est le mieux à faire. Et il y a l'ambition de performance d'Emmanuel Macron. Macron n'a jamais pensé en bien ou en mal. Il pense en mieux. Vous avez remarqué, il pense toujours, en fait, il faut améliorer.
Donc, à aucun moment, il interroge le système. À aucun moment, il interroge le système. Il interroge toujours comment on le rend plus performant. Mais sauf que rendre plus performant le système dans un cadre donné, ça peut en fait être extrêmement dévastateur si vous prenez en fait, non pas le bout de la lorgnette, mais quelque chose de plus large. Et donc, par exemple, il est fort possible, et je crois franchement, que Édouard Philippe et compagnie, qui ont été plus à la manœuvre que Emmanuel Macron, c'est plutôt le cabinet du Premier ministre qui a été à la manœuvre plutôt que celui du président sur la réforme des retraites et la construction de la réforme de la retraite à point, il est fort possible qu'ils aient juste pensé en termes amélioratifs. Qu'ils se soient dit, ça va augmenter l'efficacité du système. Et qu'ils étaient sincères dans cette croyance d'une amélioration. Et c'est là aussi où on trouve les limites intellectuelles de ces personnes qui se retrouvent à redévelopper toute une série de régimes spéciaux pour essayer de sauver leur réforme, et donc même y compris dans leur perspective améliorative, à ne pas être efficients. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas intégré suffisamment de variables au moment d'analyser la situation de façon propre, parce qu'ils ne comprenaient pas assez le système tel qu'il fonctionnait, et ils retrouvent en fait à faire pire que ce qui existait auparavant. Et là, ils sont en train de... Et c'est là où il y a un point de rupture potentiel pour la Macronie intéressant, c'est que si même selon leurs propres critères, ils ne sont plus capables d'être efficaces, ça va être chaud. Enfin, vous voyez, il va y avoir un point de bascule potentiel au sein de leurs propres troupes. Le problème, c'est qu'on est dans un dispositif politique où, de toute façon, la seule force politique alternative institutionnelle, c'est Marine Le Pen, et qu'il y a un chantage au sein des élites et du bloc bourgeois à cette alternative qui, évidemment, favorise le statu quo à tout prix, et du fait de la prime aux dominants qui est toujours présente dans le cadre de ces espaces bourgeois, une grande difficulté pour les républicains de ressurgir comme alternative à la Macronie. Pourquoi? Parce que cette population-là va toujours vers ceux qui sont majoritaires déjà au sein de leur bloc. Donc ils vont pas s'amuser à faire renaître de leur cendre un parti politique alors qu'ils ont déjà à portée de main la Macronie. Et donc on se retrouve dans un blocage institutionnel extrêmement violent pour une grande majorité de la population qui se reconnaît pas dans ces options politiques. Et donc à nouveau, par pur effet intellectuel, il n'y a pas de romantisme, il n'y a pas de théâtralisation, la perspective insurrectionnelle, révolutionnaire, ou du moins d'une pression populaire telle qu'elle permet d'arracher des réformes institutionnelles qui les fassent se déprendre d'une partie de leur pouvoir, notamment d'initiatives citoyennes, de mandats révocatoires, etc. Mais orienter cette masse qui aujourd'hui, pour moi, est dépolitisée dès le moment qu'elle se concentre sur la question des retraites, vers une réflexion politique plus fondamentale, comme on était capable de le faire les Gilets jaunes, ça me semble essentiel aujourd'hui, sinon on va vers vers un effondrement, parce que je pense qu'on s'effondrera avant que le camp. On est dans une course à l'abîme avec eux, mais je pense qu'on tombera avant qu'ils tombent, à mon sens aujourd'hui. Ne serait-ce que parce qu'ils ont tout l'appareillage institutionnel pour les soutenir. Bonjour. Merci pour votre intervention. On a beaucoup parlé vous avez beaucoup parlé de corruption endémique, de réseaux d'influence, etc. Et que le fait que le mouvement des Gilets jaunes ait un petit peu révélé cela pourrait était suffisant en fait pour refonder le système éducatif et le système dans son ensemble. Et je voulais avoir un petit peu votre opinion sur le rapport Thiriet sur la réforme de la haute fonction publique et notamment le fait qu'on n'ait toujours pas trop d'informations à ce sujet. Voilà. Moi, je pense qu'en fait, j'en sais rien, mais je pense que Macron va pas prendre le risque d'ouvrir un nouveau front. Je pense qu'il est face à il est dans une tension très forte où les seuls points d'appui qu'il a encore aujourd'hui, c'est la très haute fonction publique, donc les corps, et les corps scientifiques commencent à se désolidariser, l'armée et la police, quoi. Et vraiment aujourd'hui, comme force active au sein de la société, il n'y a plus que ça pour le soutenir. Et après, il y a le bloc bourgeois en second rideau, mais qui se distingue en général pas par son courage, qui reste en point d'appui. Et donc, à partir de là, on est dans une position où si réforme il y a, elle ira pas de toute façon dans la bonne direction pour une autre raison. Quand Macron propose de supprimer l'ENA, ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de généraliser la porosité entre l'espace public et privé. Il n'est pas en train d'essayer de supprimer l'ENA et ses grandes écoles pour les raisons qui sont celles que je vous expose, mais au contraire, pour accroître ce phénomène-là de porosité complète jusqu'à provoquer un affaiblissement complet de... Et c'est là où... C'est pour ça que je ne crois pas à la Macron... L'intentionnalité m'intéresse pas en général, mais en l'occurrence, c'est pas des gens diaboliques, quoi. Enfin, des pervers, il y en a quelques-uns, mais il y en a pas beaucoup. Enfin, il y en a comme partout dans la population. La majorité de ces personnes, encore une fois, ce qui les amène à prendre des décisions qui sont délétères pour l'espace public, c'est l'absence de pensée, l'absence de confrontation réelle, l'absence de vécu, qui font qu'ils ne sont pas confrontés aux conséquences de leurs décisions, qu'ils ont
des incitations symboliques, économiques, politiques à aller dans l'autre sens, qu'en échange, ils savent qu'ils ne prennent aucun risque, enfin, ils pensaient qu'ils ne prennent aucun risque aux Gilets jaunes en continuant dans cette direction, que ni eux ni leurs enfants se retrouveraient un jour au chômage dans une école publique qui serait en dehors des lycées, enfin des espaces protégés parisiens, qui se retrouveraient dans une précarité économique ou autre, vous voyez. Donc des moments que vous vivez en bulles, dans des bulles croissantes, avec des effets structurels en plus, on pourrait en parler, de la politique monétaire, de la lutte contre l'inflation qui a provoqué une sorte de spéculation délirante sur un certain nombre d'éléments qui font que les villes deviennent des étouffoirs, dans lesquels la ségrégation devient spatiale après avoir été sociale, et bien à partir de là, évidemment, vous avez une sorte de déconnexion avec le réel qui appelle à des retours au réel, comme le Fenwick de Benjamin Griveaux, par exemple. Et plus largement, de façon plus institutionnelle, une remise en cause de leur pouvoir en tant que personne. Je suis désolé, j'ai l'impression d'être trop vulgaire dans cette conférence, mais c'est parce que je pense qu'il faut utiliser ces termes qui sont très simples. C'est des personnes qui ne servent plus à rien. C'est-à-dire que leur fonction au sein de nos sociétés, elle peut être remise en question aujourd'hui. À quoi servent ces individus? La question peut être posée légitimement. À quoi Christophe Castaner sert comme ministre? À quoi Muriel Pénicaud sert comme ministre? Quand j'entendais les gens essayer de provoquer la démission de Castaner, j'ai regardé, j'ai dit, à quoi bon? Quel est l'intérêt? Enfin, qu'est-ce que vous allez gagner à faire tourner Castaner? Rien. Il ne pèse pour rien, il ne sert à rien dans le système, y compris dans le système macronien, si ce n'est à avoir quelqu'un. C'est ridicule d'engager la lutte à ce niveau-là. C'est pas à ce niveau-là que ça se joue. Peut-être une dernière question, si elle est brève, une réponse brève. Je crois que c'est sur les municipales. C'est monsieur à côté. Après, on va devoir vous laisser pour mettre monsieur Banco dans son train. Merci. Juste quel conseil pourriez-vous nous donner pour les municipales? Si on a envie de s'investir en municipal, on pense que c'est le premier pied. Moi, j'ai pas, vous voyez, j'ai peut-être, d'ailleurs, je suis désolé si certaines personnes ont été irritées parce que j'ai pu donner l'impression d'être péremptoire pendant cette conférence. Je le suis un peu parce que j'ai vraiment bossé comme un dingue ce sujet de façon vraiment exigeante, de façon à être convaincu que ce que je disais avait une pertinence et une force qui était difficile de contester, y compris par des personnes concernées. Sur le musique, par contre, je suis pas au Cevipov, je suis pas à Ipsos, je sais pas, j'en sais rien quelle est moi, en fait, la question municipale pour moi se pose aussi peu que celle des européennes, quoi. À part aller au massacre, quoi, c'est, il faudrait répondre localement pour voir des endroits où potentiellement vous pouvez débloquer quelque chose. Moi, si j'avais eu 6 mois de plus, ça m'aurait beaucoup amusé d'aller à Mairie de Paris. Vous voyez, parce que c'est une plateforme pour transformer le pouvoir délirante. Je suis pas du tout sûr que ce soit la même chose dans d'autres villes et dans d'autres espaces politiques. Moi, je pense que de toute façon, il y a des contraintes structurelles qui s'appliquent sur l'économie de la société française, notamment, encore une fois, du fait de ces politiques monétaires, qui font qu'il est très difficile, à partir seulement d'un pouvoir local, d'engager un renouveau. Par contre, accumuler des forces pour commencer à préparer un bouleversement, ça c'est possible. Ça, c'est une question qu'il faut poser aux leaders politiques existants, qui s'inscrivent dans des structures partisanes existantes, et qui méritent que la question se pose. Moi, j'aimerais bien vraiment qu'on mette Mélenchon 2 heures face à une salle comme celle-ci, et qu'on le tanne pendant 2 heures. Pourquoi est-ce que vous allez au municipal? Pourquoi vous n'y allez pas? Et quel est votre plan de bataille? Vous avez une obligation quasi morale aujourd'hui de nous expliciter ce que vous faites. Sinon, vous partez. Est-ce que vous avez intention d'y aller? Comment? Etc. Sinon, vous partez parce que vous êtes en train d'occuper un espace qui pourrait être mis au service de bien d'autres luttes sous d'autres façons. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous êtes en train de faire ou pas? Et pareil pour Ruffin, et pareil pour tous les opposants politiques encore aujourd'hui. Je suis pas sûr qu'ils sachent. Et en tout cas, je les vois pas se préparer dans cette perspective-là, et ça m'inquiète énormément. Très bien, merci beaucoup pour votre présence. Encore merci.